Donc, le thème de ce soir, c'est Georges Mathieu, en ce qu'il est un précurseur de la peinture actuelle. Alors, pour illustrer le propos, je vais faire un petit détour, en fait. Et pour vraiment vous égarer totalement, je m'en excuse, mais ça va servir dans l'explication. Je vais commencer par ne pas parler de Georges Mathieu, mais par parler de Cézanne. Et pourquoi je vais commencer à parler de Cézanne? C'est pour illustrer, en fait, la façon dont Georges Mathieu a influencé la peinture actuelle et va encore l'influencer, selon moi. Donc, pour illustrer ce propos, je vais me servir de l'exemple de Cézanne, qui a exercé une influence très décisive sur les peintres de son époque. Alors, le premier chapitre concerne cette mise en parallèle, donc déjà de vous donner quelques indications sur le devenir de Cézanne d'un point de vue artistique et de sa démarche. Alors, j'ai intitulé ce premier chapitre Cézanne ou la revanche de Claude Lantier. Alors, Claude Lantier, pour les littéraires d'entre vous, c'est le personnage de l'œuvre d'Émile Zola. L'œuvre est un livre qu'Émile Zola a édité et qui a causé une brouille entre Cézanne et Zola, qui sont des amis d'enfance, puisqu'ils ont grandi ensemble à Aix-en-Provence. Donc Claude Lantier est ce personnage fictif de peintre raté, ce qui a beaucoup vexé Cézanne. Et Cézanne a été toute sa vie quelqu'un qui a cherché. Il a pu chercher aussi parce qu'il avait la possibilité de ne pas être dépendant matériellement. Évidemment, le parallèle que je vais faire n'est pas du tout stylistique, parce que vous avez à droite ici l'extrait d'une peinture de Georges Mathieu et à gauche celle de Cézanne. Il n'y a rien de commun au niveau stylistique. C'est au niveau de la démarche et de la façon dont leur démarche a structuré les courants artistiques qui les ont suivis. Et c'est ça qui va être en fait le thème de la conférence plus précisément. Si je reviens à Cézanne, je vais expliquer un peu d'où vient Cézanne aussi en termes d'évolution et parler très brièvement de la peinture du 19e siècle, parce que faire une conférence comme ça sur toute l'histoire de l'art du 19e, ça n'a pas totalement de sens, ou ça mènerait beaucoup trop loin, je ne vais pas faire une conférence de 3 heures, mais simplement pour rappeler un petit peu que le 19e siècle, en son début, va commencer à s'approprier la lumière. Les peintres vont commencer à voyager, ils sortent de l'académie. Là, on a la reproduction d'une toile de Camille Corot, qui est le pont de Narni. Corot va beaucoup peindre l'Italie, comme beaucoup d'artistes, depuis la Renaissance, ils font leur voyage en Italie pour se confronter aux chefs-d'œuvre qui les ont précédés. Mais ce qui va changer au XIXe siècle avec ces peintres-là, non seulement ils voyagent et ils font des tableaux en imitation des grands maîtres, mais en plus ils vont capter la lumière et les paysages des endroits où ils vont. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, cette captation de la lumière, et qui va évoluer très rapidement vers un courant, je dirais, propre, qui est l'orientalisme, dans lequel les gens vont fantasmer cet ailleurs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a un autre courant qui va aussi s'emparer d'une influence extérieure, c'est bien plus tard, dans le XIXe siècle, lorsque les peintres, notamment les peintres impressionnistes, vont découvrir l'art oriental, ou extrême-oriental en l'occurrence, sous la forme des estampes japonaises. C'est une influence que l'on verra fleurir chez Gauguin, ou ici, comme ce que l'on voit ici, c'est le Père Tanguy de Van Gogh, qui date des années 1888. En fait, on voit dans le fond, vous pouvez observer que le fond est constitué uniquement de motifs japonais. Et on est confronté à cet intérêt qu'ont les peintres vis-à-vis de cette nouvelle forme d'art qu'ils découvrent. Alors, cette forme d'art, ils vont s'en emparer, mais uniquement d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire, ils ne vont pas s'emparer de l'esprit même de cet art. Ils vont se l'approprier uniquement comme thématique. Comme ici, et finalement, il sert de décor dans ce tableau de Van Gogh. Par contre, l'approche esthétique, qui est celle des peintres japonais, notamment de ceux qui produisent des estampes, ici, on a une illustration, c'est Hiroshige, un des plus fameux de la période Edo. Donc Hiroshige est un peintre qui est né en toute fin du XVIIIe siècle. Ce paysage que l'on voit ici date de 1833. Alors ce qu'on peut remarquer, si on compare la peinture occidentale à l'époque, c'est quand même une très nette différence dans les cadrages. Il y a une vie, il y a quelque chose de l'instant qui est très différent du traitement des sujets dans l'art occidental. Il y a vraiment un cadrage qui est totalement différent. On a une narration aussi. Vous voyez là les deux personnages qui prennent la flûte sous la pluie. On voit la pluie venir. C'est vraiment un instantané de vie.
On a aussi des façons d'aborder en fait le paysage qui sont totalement différentes. Là, c'est toujours une vue du mont Fuji qui est quand même représentée d'une manière très récurrente par les peintres d'estampes japonais. Là, c'est Hokusai, un autre peintre japonais extrêmement connu de la même époque. Ceci est le mont Fuji qui a été réalisé aussi vers 1825. Et une autre réalisation d'Hokusai que l'on connaît beaucoup parce qu'elle est reproduite assez régulièrement, c'est la Grande Vague de Kanagawa, qui est également de 1830. Toutes ces images-là vont imprimer profondément l'esthétique, l'approche esthétique occidentale, et on va avoir une influence, y compris sur l'émergence d'un nouvel art qui s'appelle la bande dessinée, en fait. La bande dessinée est née à la fin du 19e siècle et début du XXe siècle. Elle s'est nourrie des découpages qui sont venus finalement de cette influence japonaise. Les impressionnistes, eux, qui sont confrontés à la lumière, vont s'en servir en fait pour décrire le monde. Les nabis, les fauves également, ils vont recolorer même complètement le monde en réinterprétant les lumières, les couleurs de façon assez décalée par rapport à la nature. Et ce qui est important, c'est que ces nouveaux décalages vont créer quelque chose de neuf, après la peinture japonaise qui va inspirer une thématique un peu différente. Il y a aussi un autre phénomène qui va jouer dans ces années de 1880, 1870, 1880, c'est qu'en fait la nature devient sujet dans la peinture également, comme elle l'a été tout à l'heure, vous avez vu sur l'estampe japonaise du mont Fuji. Le mont Fuji est une personne. Pour un japonais, c'est pas juste une montagne, c'est vraiment un sujet à part entière, c'est vraiment un sujet en tant qu'un individu, en quelque sorte. Et donc les peintres, notamment les peintres impressionnistes, donc là on a Van Gogh, c'est le Pont de Langlois, qui date à peu près de la même époque que la toile qu'on a vue tout à l'heure. On va se servir de la nature comme un sujet au même titre que l'homme. C'est-à-dire dans la peinture préalable, la nature servait un peu de décor finalement. Dans la peinture classique, on avait bien plutôt la tendance à mettre des personnages en scène dans une nature. Mais l'essentiel était quand même le personnage ou la situation, mais pas la nature elle-même. Donc là, il y a un vrai changement en termes d'évolution. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, en se repositionnant en tant qu'artiste dans cette démarche-là, l'artiste va, lui, se détacher en fait d'une référence au monde sensible et au divin et se tourner vers son monde intérieur. Ça paraît anodin à dire, mais c'est très important pour la suite de l'évolution artistique, et notamment pour Cézanne, puisqu'il va essayer de rendre compte de la nature même du monde et même plus de sa vérité. Et là, Cézanne a été un chercheur de vérité. Pour le citer, il a écrit à Émile Bernard en 1905 « Je vous dois la vérité en peinture ». Il est à la recherche de quelque chose, il est à la recherche, il ne le sait pas lui-même, mais en fait, il se pense, non pas comme un peintre, mais beaucoup plus comme quelqu'un, on pourrait comparer ça finalement à quelqu'un qui va vers la recherche fondamentale. C'est-à-dire, il va essayer de comprendre ce qu'est l'objet qu'il voit. Et il va ensuite essayer de rendre cette approche qu'il aura, cette approche toute individuelle. Alors, Cézanne a été indépendant financièrement toute sa vie, il était rentier en fait. Tout à l'heure, j'ai simplement évoqué son amitié avec Émile Zola. En fait, Cézanne est un fils de bonne société, enfin, ses parents lui ont légué suffisamment pour qu'il puisse vivre de sa rente, parce qu'il n'a jamais vraiment vendu, il s'est senti totalement indépendant, et se sentant totalement indépendant, il a été jusqu'au bout de sa démarche à lui. Et c'est ce qui a valu d'ailleurs à un moment donné cette incompréhension totale entre Émile Zola et lui, parce que la vision, et Émile Zola était aussi critique d'art, et il n'a jamais apprécié le génie de son ami d'enfance. Alors, Cézanne, lui, va être quelqu'un qui va chercher. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Déjà, il dit de lui-même qu'il va faire du Poussin sur nature. Alors, Poussin, le fameux peintre Poussin, le peintre français, il cherche dans la nature quelque chose qui va pouvoir rendre cette vérité qu'il cherche à traduire. Alors, il a une approche, et on le voit, qui est une approche, comme je l'ai dit, de scientifique. Il va construire quelque chose, et il va inlassablement traiter les mêmes sujets. Des sujets comme la montagne Sainte-Victoire, par exemple. Ici, on a un tableau de Cézanne, qui est la montagne Sainte-Victoire. C'est une toile de 1902. On va voir qu'il va la traiter d'innombrables fois. Je passe à une
toile de 1904. Donc là, on est quand même pratiquement à la fin de la vie de Cézanne. Hein. Cézanne est né en 1839, si ma mémoire est bonne, ou 40. Il est déjà quand même fort affecté, puisqu'il passe son temps dans la nature. Et en fait, c'est de cela qu'il va mourir, puisqu'il ira peindre jusqu'à à être malade. Et voilà, jusqu'au bout, il était obstiné, obsédé par ses recherches et pouvoir approcher ce qu'il lui pensait être la vérité en peinture. Alors, c'est là où il y a un moment crucial dans l'histoire de l'art et qui jusqu'à aujourd'hui pose problème à certains. C'est qu'en fait, la démarche qui a été la sienne, à ce moment-là, c'est-à-dire dans les dernières années de sa vie, puisqu'avant il était quand même plutôt dans une démarche du type impressionniste, il a été un disciple de Pissarro, Camille Pissarro, un peu le père tutélaire de tous les impressionnistes français. Mais à la fin de sa vie, là, il va se détacher clairement autour des années 1900 et surtout 1902, entre 1902 et 1906, c'est sa mort. Il va créer beaucoup de toiles, notamment de cette montagne Sainte-Victoire, et il va s'approcher de quelque chose qui va ressembler à une démarche qui va se détacher du savoir-faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le savoir-faire du peintre, c'est-à-dire de faire un bel objet, qui va être intéressant pour lui. Il va s'intéresser à ce qu'il peint d'une manière qui est, comme je le disais tout à l'heure, celle d'un chercheur ou d'un scientifique. Et là, il y a une très grande différence. Si on considère par exemple là une de ces toiles qui a été peinte, donc là on est entre 1904 et 1906, il est en train d'élaborer un style vraiment très particulier. Alors quand je dis style, c'est vraiment ce qu'il y a de fondamental dans l'art. Enfin, pour qu'il y ait quelque chose qui soit reconnaissable, et dans une démarche artistique, il faut qu'il y ait un style. Le style, c'est plus qu'une manière de peindre. C'est en fait la cohérence interne de l'œuvre. Il en va de même dans la littérature. Je veux dire, un style, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est ce qui tient l'œuvre. C'est son architecture intérieure. Et là, en l'occurrence, Cézanne va inlassablement peindre les mêmes motifs, notamment cette montagne Sainte-Victoire, dont il a commis je ne sais combien de versions, sur tous les différents supports, entre 1900, notamment 1902 et 1906. Et il va construire ce style d'une façon évidemment suprêmement personnelle, puisqu'il va décomposer de plus en plus le paysage, et puis aussi ses autres thématiques, on va le voir, dans des formes simples. Alors ce qu'il en dit lui-même, c'est qu'il précise, là aussi ça a donné un peu lieu à certaines interprétations abusives, mais il dit traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, l'art est une harmonie parallèle à la nature. Que penser des imbéciles qui vous disent que l'artiste est toujours inférieur à la nature? C'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rupture, à la fois dans la considération de ce qu'on en représente et de la façon dont on le représente, et dans la démarche. Il y a vraiment une triple rupture dans la démarche de Paul Cézanne. Et celle-là, elle est vraiment fondatrice pour la suite de l'histoire de l'art. Alors, ce style qu'il va développer est finalement trouvé dans ce dernier espace de temps, dans ces 4 ou 5 dernières années de sa vie, va être extrêmement fondateur pour la suite de l'histoire de l'art. On va trouver là, par exemple, les grandes baigneuses qui sont de 1906. Et là, il est quand même dans une démarche qui va être reprise abondamment, et notamment dans l'année suivante. On va trouver, par exemple, ici, évidemment, vous le reconnaissez, Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso, qui date de 1907. Et Pablo Picasso dira de Cézanne, « Il était mon seul et unique maître. Cézanne, il était comme notre père à tous. » Donc, vous voyez, je pense que la juxtaposition des deux ne mérite pas plus de commentaires, si ce n'est de voir qu'il y a clairement une structuration qui est déjà héritée de la première approche cézannienne. Alors, je ne suis pas en train de dire que Cézanne est le premier cubiste, ça n'est pas vrai, mais il a donné une ouverture qui permet d'aller vers le cubisme. Alors, notamment, le cubisme est une chose, je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi une influence sur d'autres courants. Là, on a Henri Matisse, on est toujours dans l'espace avant la Première Guerre mondiale. Là, c'est la danse, la fameuse toile qui se trouve en Russie, qui date de 1910. Et Matisse disait de Cézanne, « Cézanne, voyez-vous, est bien une sorte de bon Dieu de la peinture. » Vous voyez à quel point, quand même, l'hommage est appuyé. Je reviens un instant à Picasso, parce que j'ai brièvement esquissé l'histoire du cubisme. En fait, cette phrase que j'ai citée tout à l'heure de Cézanne, qui faisait référence au fait qu'il décomposait en fait ses sujets et ses paysages en cônes et en sphères,
a beaucoup fait écrire sur le fait qu'il était finalement le premier cubiste. Non, c'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce qu'il y a une différence fondamentale, c'est la perspective. C'est-à-dire qu'en fait, Cézanne reste quand même dans un schéma perspectivique relativement classique. Alors que là, le cubisme va en sortir. Ce qui est là, par exemple, ça, c'est une toile de Picasso de 1913, femme en chemise assise sur un fauteuil. Alors, ce que va conquérir le cubisme, c'est une autre forme de perspective. Parce qu'en fait, le cubisme, c'est de prendre plusieurs angles d'un même objet et de les recoller en quelque sorte ensemble pour donner une vision d'un objet que vous ne pouvez pas avoir avec un œil humain normal. Et là, la chose qui va être fondamentale par rapport à ce cubisme, c'est qu'on va avoir des angles qui s'entrechoquent, qui se chevauchent, et ce collage, et c'est l'époque d'ailleurs où l'art va découvrir le collage comme un art à part entière, va être extrêmement important parce que c'est un panorama qui va ouvrir au-delà de ce que l'on voit. Donc une nouvelle perspective. La perspective étant quand même la principale acquisition, si je puis dire, de l'art de la Renaissance, depuis les débuts du XVe siècle, donc depuis Masaccio, vers l'art occidental de la fin du XIXe, la perspective est quelque chose d'essentiel. Et là, on a une première rupture dans la perspective. C'est-à-dire que c'est une perspective totalement différente, recollée, reconstruite, et ce sont en quelque sorte des univers parallèles qui nous font reconstituer une nouvelle captation picturale d'un objet. Alors après Picasso, on peut passer à Duchamp, pour donner un exemple. Là, on est en 1912-1913, donc on est toujours avant la Première Guerre mondiale, hein, toujours dans une effervescence absolument extraordinaire, parce qu'il faut quand même se représenter qu'entre la toile qu'on a vue tout à l'heure, les Grandes Baigneuses, et puis ensuite les Demoiselles d'Avignon, il n'y a que 6-7 ans. C'est une effervescence absolument formidable à ce moment-là. Il y a un autre élément qui va beaucoup changer les choses en termes de l'approche, encore une fois, de la perspective, du mouvement et de la décomposition de la perspective. Ce sont les acquisitions technologiques qui vont se faire. Par exemple, au XIXe siècle, il y a une découverte qui va sidérer les peintres, la photographie, lorsqu'on va commencer à photographier les courses hippiques. Je ne sais pas si vous avez souvenir peut-être de toiles de Géricault ou d'autres qui représentent des chevaux. Au début du XIXe siècle, les chevaux étaient représentés avec les quatre fers en l'air, ce qui n'arrive jamais. Physiquement, c'est impossible. Mais on ne l'avait jamais photographié. Et au moment où on a commencé à photographier, on a vu en fait que le cheval, il avait toujours au moins une patte par terre, ce qui est assez logique, mais on ne le savait pas. Et donc cette observation-là va être importante aussi, puisque ces années 1913-1912 vont être les années de toutes les découvertes en matière de cinéma. C'est-à-dire que 1912, on aura les premiers péplums, on va commencer à faire des films historiques, et une effervescence terrible, mais on va surtout aussi comprendre comment fonctionne le mouvement du corps humain. Donc là, Marcel Duchamp, c'est Nu descendant un escalier, 1912-1913. Et donc le cinéma va aussi permettre de recomposer cette dynamique des mouvements et recomposer une nouvelle perspective. Mais on est toujours sur une approche perspectivique. Le deuxième courant que va influencer fondamentalement Cézanne après le cubisme, ça va être l'abstraction géométrique. Là, on a une toile qui est également de 1913, qui est de Vassili Kandinsky. Alors Kandinsky a peint d'abord des sujets d'une manière assez, je dirais, traditionnelle russe, en fait. Hein. Il a composé des images qui ont devenu des archétypes. Quand on pense à des choses comme un peu les ballets russes, avec des illustrations très hautes en couleurs, de moujik, etc. Donc il aura cette période-là, il peindra comme ça, et il va avoir un vrai choc en découvrant ce qui se passe à l'ouest lors de ses voyages. Et il va commencer à réfléchir. Et là, il est en pleine période de reconstruction, ça se voit d'ailleurs au travers de ses toiles, Kandinsky, mais aussi, évidemment, la rupture qui va être causée par Malevich. Alors, Casimir Malevich, lui, ça c'est 1915, il faut quand même se représenter que l'espace de temps est très court entre cette toile-là et finalement les derniers moments de la dernière période de Cézanne, c'est peine une dizaine d'années. Et là, l'abstraction géométrique, j'ai dit que le cubisme crée une rupture dans la perspective parce qu'il va reconstruire une nouvelle perspective. Et là, l'abstraction géométrique, quant à elle, elle va complètement constituer, on va dire, une apothéose de la logique de perspective. C'est-à-dire qu'en fait, la peinture va se résumer à la perspective. Il n'y aura plus de sujet. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que de la perspective pure.
Et là, c'est exactement ce qui va se passer avec Malevich. Carré rouge et carré noir sur fond blanc, 1915. C'est vraiment la logique, l'accomplissement quelque part de la logique de la Renaissance. C'est-à-dire que la Renaissance a découvert ou redécouvert, puisque la perspective en fait préexistait déjà, mais elle n'était pas codifiée autant qu'elle le sera à la Renaissance. Mais la logique de la Renaissance, ça a été la perspective. Depuis, on s'est appliqué à faire des perspectives propres, à mettre la nature en perspective, à recréer une illusion de troisième dimension, etc. Et là, la rupture va être consommée, c'est-à-dire qu'on n'aura plus que la perspective. Là, il y a évidemment Mondrian, mais on pense Pic Mondrian, là c'est une composition avec grand carré rouge de 1921. Alors c'est une esthétique qui, après la Seconde Guerre mondiale, va être extrêmement structurante, parce qu'elle va influencer non seulement la peinture, mais aussi durablement l'architecture. Ce qu'on pense là, effectivement, à ce qui vient en premier, c'est le Bauhaus. C'est le Bauhaus qui va s'approprier l'esthétique de Mondrian et qui va composer de nouvelles architectures beaucoup plus fonctionnelles, et dans lesquelles aussi on va retrouver un peu cette nouvelle approche. Alors évidemment, dans l'architecture, il y a toujours la troisième dimension, mais c'est très complémentaire de la peinture en l'occurrence. Et cette perspective-là, pure perspective, on la retrouve d'ailleurs dans les courants de peinture jusqu'à aujourd'hui. L'abstraction géométrique n'est pas morte, si je puis dire. D'ailleurs, on a tout au long du siècle, du XXe siècle cette fois-ci, des gens qui vont s'attacher à l'abstraction géométrique. Je ne vais pas donner plus de noms que cela, simplement pour en retenir un qui est un des plus connus aussi dans cette région du sud de la France, qui est Vasarely. Vasarely qui a été, là c'est une œuvre des années 60, de 1964 en l'occurrence, à Rennes. Il a été, lui, jusqu'au bout de la logique, puisqu'en fait il a fait des illusions 3D dans sa peinture 2D, donc il est allé assez loin dans cette logique d'une pure perspective pour arriver à une peinture qui, elle, s'affranchit en fait du monde extérieur. C'est-à-dire que si on ne retient que la perspective et qu'on retire l'objet ou le sujet qu'on veut traiter de la peinture, donc il n'y a plus d'éléments picturaux à proprement parler, plus que de la perspective, en fait, la peinture, elle n'aura plus de référent vraiment extérieur à l'œuvre d'art, en fait, outre cette partie perspectivique. Et c'est là où je voulais en venir, parce qu'il y a toujours quand même cet élément, même dans l'abstraction géométrique, qui reste un tout petit lien, très ténu, avec le monde sensible d'une façon globale. C'est quand même encore cette perspective. Et il va falloir attendre. Le héros de la conférence de ce soir, en fait, Georges Mathieu, pour trouver une peinture qui est en fait une peinture totalement différente et qui va encore une fois se situer dans une rupture. Mais cette rupture, cette fois-ci, ce sera ce qu'il a appelé lui-même l'abstraction lyrique. Mais on est quelque part dans une peinture qui n'aura plus de référent extérieur. Je vais expliquer ça un peu plus en détail. Georges Mathieu, tout d'abord, a une petite introduction quand même biographique, puisque c'est quand même lui que je veux mettre en lumière ce soir, et c'est quand même en son honneur. Il est mort il y a 5 ans, je pense qu'on n'a pas assez rendu hommage d'ailleurs au niveau national à tout le génie de ce personnage. Il a fondé l'abstraction lyrique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en réaction à l'abstraction géométrique d'une part, et d'autre part, c'était quelqu'un qui était très ouvert sur les influences outre-Atlantique, parce qu'en Amérique aussi, les choses bougeaient en matière d'art. L'Amérique commençait à être dans une démarche autonome en termes de création artistique, ce qui était un peu moins le cas quand même précédemment. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de peintres américains, ce serait faux. Mais disons que dans le côté vraiment progressif, nouveau, l'art américain commence vraiment à être un fait significatif, surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe était en ruine. On avait autre chose à faire que d'aller dans les galeries d'art, tout bêtement. Donc, et Georges Mathieu était très ouvert. Alors peut-être que son ouverture aussi, il le disait lui-même, d'ailleurs, lui venait aussi du fait qu'il était né à Boulogne-sur-Mer, qui est un port, qui est ouvert sur le monde anglo-saxon, parce qu'on n'est pas très loin quand même des côtes britanniques. Lui-même a été prof d'anglais, il a séjourné à Londres, d'ailleurs c'est là où il a réalisé ses premières peintures, encore en 1944, donc il est tout jeune, mais au sortir de la guerre, il va vraiment avoir une démarche totalement en rupture, et il va s'intéresser
a un fait qui est assez inédit. Et pour employer ses propres mots, il dira, pour la première fois dans l'histoire des formes, le signe précède sa signification. Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut intérioriser parce que c'est très important. C'est-à-dire que, en fait, bon, pour les linguistes en général, lorsqu'on parle, lorsqu'ils traitent du langage, ils considèrent qu'il y a, je schématise un peu, les signifiants et les signifiés. Le signifiant étant en quelque sorte le véhicule, c'est-à-dire le mot, désigner, je ne sais pas, une vache par exemple, le signifié étant l'objet qui est ainsi désigné, donc la vache en elle-même. Mais quand on réfléchit un peu à la question, déjà là, il y a une dichotomie qui se crée, puisqu'individuellement, on n'a pas la même représentation de la vache. Quand quelqu'un dit vache, on ne pense pas à la même vache. Donc il y a autre chose encore que le signifié. Enfin, pour rester dans la simplicité, signifiant, signifié, ce qu'il dit clairement, c'est que le signe est posé là, indépendamment, et avant même qu'il signifie quoi que ce soit. Alors, je sais que ça peut paraître un peu difficile d'intégrer ça à 18h ou 19h, mais c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que lui, il voit l'abstraction lyrique comme étant d'abord une réaction. Le mot est trouvé pour se démarquer par rapport à l'abstraction géométrique, dire lyrique. On peut arguer du fait que le lyrisme n'est pas forcément l'apanage de tous ceux qui se revendiquent de l'abstraction lyrique, puisqu'il y a d'autres peintres. Mais c'est quand même quelque chose qui se différencie très nettement de cette abstraction géométrique, puisque je le disais, l'abstraction géométrique conserve quand même un lien ténu avec le monde sensible extérieur à la toile ou à l'œuvre, qui est la perspective, mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de perspective, il n'y a plus rien. La toile ne se réfère qu'à elle-même. C'est-à-dire que le geste étant accompli, il est posé là, le peintre n'a pas à se poser la question de la signification ou de la représentation. Pour lui, donc pour Georges Mathieu, là on a la toile qui s'appelle Petit embrasement du palais d'Alcide. Il a toujours le chic de trouver des titres absolument... oui, mais ça a son importance. Et je vais en traiter justement tout à l'heure, c'est très important en fait. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est très important. D'ailleurs, souvent ces titres, il ne les donne pas avant, il les donne après, ou même quand il les donne avant, ça ne l'influence pas, dit-il. Parfois, il y a quand même des éléments iconographiques qu'on va retrouver dans certaines de ces toiles qui font des références par rapport à l'extérieur, mais c'est très rare quand même. Ou alors, ce sont vraiment des choses qui ont été pensées comme étant des références voulues ou des hommages. Ce qu'il prône, c'est d'abord la liberté. C'est un art spontané. C'est-à-dire, ce qu'il veut, c'est retrouver les racines vraiment profondes de la création humaine. En fait, beaucoup de gens, par exemple Debré, le peintre qui fait partie aussi de ce mouvement de l'abstraction lyrique, lui dira qu'il faut redécouvrir finalement le geste du peintre de l'ère néolithique ou même paléolithique, enfin vraiment remonter à ce qui est l'expression la plus spontanée de l'humain. Alors cette liberté, il ira très loin parce qu'il la formulera à partir de ses écrits, puisqu'il a quand même théorisé beaucoup lui-même, Georges Mathieu. Je dois avouer que les livres de Georges Mathieu sont quand même assez hermétiques. Il faut bien le reconnaître. Donc ça nécessite une petite explication préalable avant de les aborder. Donc si vous voulez tout à l'heure les conseils bibliographiques, je suis très heureux de vous en donner. Parce que c'est vrai que lire sa prose, ça peut être un exercice assez difficile. Voilà. Alors, lui, ce qu'il leur disait, c'est que à partir du moment où la peinture s'est coupée de toutes les références, elle est libre à l'exemple de Dieu, elle peut s'affirmer magistralement en face de lui. Alors, il y a une dimension qui est cette dimension de liberté dans ces toiles, mais ce qui est difficile de rendre dans une conférence comme ce soir, ou dans un livre, ou dans une vidéo, ou dans un autre média, c'est la taille. Parce que comme vous pouvez le voir ici, là c'est une rétrospective qui a eu lieu au Grand Palais en 1978. Vous voyez la taille de ces toiles. Alors toutes ne sont pas de cette taille-là, mais ça n'est pas fortuit, ça n'est pas le fruit du hasard. Et c'est ce qui rend un peu les choses difficiles, parce qu'on a du mal à s'imaginer. La toile que je vous ai montrée tout à l'heure, elle fait quand même, je n'ai pas les dimensions là, mais je pense bien 2 mètres par 1,50 m. Donc c'est pas de la petite toile, même quand il fait du petit format, ça reste quand même un format assez conséquent. Et là, on a des toiles qui sont des toiles quand même à des dimensions 2 mètres sur 6 ou 2 mètres sur 7 ou 3 mètres sur 8. Enfin, il a fait une toile absolument immense qui malheureusement a été perdue. Et il a fait une toile en 25 minutes, je ne sais pas comment il a fait, qui faisait plus de 14 mètres de long, sur 7 mètres de haut.
durant une soirée, c'était une soirée internationale de la poésie, et pendant que les gens récitaient, en fait, il a fait sa toile. Alors c'était sportif, mais malheureusement la toile a été perdue parce que dans un incendie, donc voilà, on l'a plus. Mais enfin, c'est quand même, on peut voir des images de cette performance-là. Alors cette dimension, je le disais, elle n'est pas fortuite. Elle n'est pas fortuite parce que elle est due au geste. Elle est due à la dimension humaine. Quand vous voyez en fait cette toile là qui est sur cette partie-là, donc celle qui est blanche et noire, Batumi, qui date de 1978. On a vraiment quelque chose qui s'apparente à un geste singulier et c'est fait. Généralement, ces toiles sont faites, bon, le fond, ça lui demande un peu plus de temps, mais sont faites en un quart d'heure, 20 minutes. Et il revendique vraiment cette vitesse-là. D'ailleurs, c'est très physique quand il fait de la peinture. Et il ne peint que, allez, 20-30 jours par an. Alors, et pendant ces 20-30 jours, par contre, il produit, par exemple, toutes les toiles que vous avez vues là, quasiment toutes ont été faites en une année. Donc il les fait pendant un laps de temps très court. Ce qui est important, c'est qu'elles sont à dimension humaine, proprement humaine, parce que le geste, lui, il est dimensionné par la main. On peut physiquement essayer de le rallonger par des pinceaux plus longs, mais à un moment donné, on est quand même dans une dimension humaine qui fait que, voilà, et c'est cette dimension humaine, proprement, je dirais, d'ergonomie, en fait, de la peinture, qui dimensionne ces toiles. C'est pas autre chose. La vitesse est très importante pour lui aussi, parce que c'est la prise de risque maximale qu'il prône. La prise de risque, je vais y revenir, parce qu'en en fait, il a aussi une approche de peinture en public. Je mentionnais cet exemple-là durant cette nuit de la poésie, où il a peint en public, mais c'est une habitude chez lui, c'est quelque chose qu'il cherche à faire. Alors, je voudrais, on a une toile qui s'appelle Le Grand Dauphin, qui est de 1960, qui montre un peu les différentes facettes. Et je voudrais maintenant rentrer un peu dans la présentation détaillée de l'approche artistique de Georges Mathieu. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qu'il faut détacher d'autres pratiques et comment ces pratiques et cette démarche artistique de Georges Mathieu instillent en fait et influencent l'art contemporain tel qu'il est en train de se construire. Alors il y a 3 éléments que je voudrais illustrer ce soir. C'est la calligraphie. La deuxième, c'est la peinture comme paraphe, c'est-à-dire comme signature, et le troisième, le happening. Alors, ce sont les 3 dimensions principales, je dirais, pas les seules, mais enfin, c'est celles que je vois en tout cas dans cette peinture de Georges Mathieu, et qui sont absolument fondamentales et dimensionnantes surtout pour l'influence exercée sur l'art actuel. Tout d'abord, je vais essayer d'être bref, parce que la calligraphie en elle-même, j'ai fait une conférence sur la calligraphie, et je vais essayer de ne pas trop être bavard sur le sujet. La calligraphie, en fait, c'est quelque chose, on ne se pose pas forcément trop de questions en Occident sur la calligraphie, bien que ce soit assez à la mode, ça revienne à la mode aussi, la calligraphie, même occidentale. Là, on a une toile de Georges Mathieu qui s'appelle Le Cardinal Mathieu, c'est ne pas charge Saint-Bernard du secrétariat du Concile de Troyes. Bon, ne me demandez pas quelle est l'époque du Concile de Troyes, j'ai un peu de mal, là ça m'échappe un peu, mais la toile date de 1958, mais on voit bien la dimension calligraphique. D'ailleurs, André Malraux aura ce fameux mot à propos de Georges Mathieu, enfin un calligraphe occidental. Alors Malraux, on peut le taxer de tout ce que l'on voudra, mais sûrement pas d'être tombé sur la tête, et ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a d'autres personnes dont les citations seraient quand même assez intéressantes de placer ce soir, mais je pense que ça nous mènerait un peu trop loin. Je peux vous citer celle de Salvador Dali, parce que je trouve du Dali, mais vraiment un pur jus. Il dira, ce sont les édits royaux de la discontinuité de la matière. Ah oui, mais quand on cherche un petit peu dans sa manière de dire, qui est celle de Dali, en fait, on peut la comprendre, cette façon de considérer l'art de Georges Mathieu, parce que c'est vraiment quelque chose qui, je le disais tout à l'heure, se défend de toute matérialité. En fait, on va se couper de toute représentation extérieure à la toile, donc c'est pas complètement arbitraire. D'autre part, ça traduit autre chose, c'est un clin d'œil de Dali à Georges Mathieu, parce que Georges Mathieu s'intéressait beaucoup aux controverses scientifiques de son temps. C'est quelque chose qu'on n'a plus aujourd'hui d'artistes qui se mêlent de discussions scientifiques, c'est assez rare. Georges Mathieu, il ramène sur les plateaux de télé pour débattre avec les scientifiques. On a dans les archives de l'INA, je peux que vous encourager à aller voir sur le site de l'INA, c'est absolument formidable ce qu'on trouve. Malheureusement, il n'y a pas tout, mais enfin, il y a beaucoup de choses. Et on trouve dans les archives de l'INA, notamment des émissions télé, et on voit des artistes interviewés en prime time, comme on dit aujourd'hui,
et qui discute avec des scientifiques, avec des architectes, etc. Impensable dans la télé d'aujourd'hui. Même sur Arte, bon, il perdrait de l'audience tout de suite. Enfin bon, voilà. Bref, tout ça pour dire que la calligraphie est quand même un élément essentiel. Et quand on dit calligraphie, il faut voir que, en fait, ce qui est intéressant, c'est le rapprochement non pas avec la calligraphie occidentale, mais avec la calligraphie en général. Et c'est là que la question est intéressante de se dire, mais qu'est-ce que la calligraphie dans le fond? On a le geste calligraphique. Alors là, c'est Georges Mathieu dans ses actions. Là, on a même sa signature sur la photo. Là, il est sur le toit d'un immeuble au Japon en 1957. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il a été très apprécié à l'étranger, dans beaucoup de cultures, qui ont une approche un peu différente, picturale très différente de la nôtre. Pas seulement au Japon, il a peint aussi au Brésil, beaucoup aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas d'idée préconçue par rapport à l'art dans ces pays-là. Le Brésil est une terre, j'espère pas froisser les Brésiliens dans la salle, mais c'est une terre quand même assez vierge encore de tout vécu. Le grand mouvement architectural qui a donné Brasilia, c'est quelque chose qui date des années du milieu du XXe siècle. Hein. Avant, c'était quand même tout ce qui était beau venait de l'extérieur et de l'Europe principalement quand même au Brésil. Les États-Unis aussi, il y avait une espèce de snobisme qui faisait qu'on n'avait pas de développement artistique propre. Donc il a été très apprécié dans ces sphères artistiques un peu vierges, notamment au Japon, il y retournera à plusieurs reprises. Mais pour aborder cette calligraphie, en fait, je vous invite simplement à partager deux notions sur la calligraphie, d'une manière générale. C'est important parce que ça permet de voir après la façon dont se traduit son influence, celle de Mathieu. Alors la calligraphie, en fait, c'est pas quelque chose qui naît d'une manière totalement hors sol. En fait, la calligraphie, et je vais me servir de deux exemples, la calligraphie chinoise et la calligraphie arabe classique, pour illustrer le propos. La calligraphie, elle est très liée à la façon dont les civilisations qui engendrent ces calligraphies voient le monde. Pour utiliser le terme qu'on emploie même en français, c'est la Weltanschauung, c'est-à-dire la façon dont on considère le monde. C'est très structurant. Et tout d'abord, pour le premier aspect que j'aimerais mettre en lumière, c'est un aspect qui est celui de la calligraphie traditionnelle musulmane, arabe en l'occurrence. Alors on a souvent tendance à dire que en fait, les images sont bannies de la terre d'islam, c'est absolument faux. C'est totalement faux d'ailleurs, c'est très très faux. Là on a par exemple ce qui aujourd'hui serait une aberration si on mettait ça devant le nez de certaines personnes aujourd'hui, c'est en fait l'archange Gabriel, donc on le voit dans le fond, l'archange Gabriel, là, ou Jibril, qui en fait est en train de montrer la prouesse d'Ali, donc Ali, fils du prophète, au prophète Mahomet, qui est représenté à droite. Donc on a quand même une représentation du prophète. Et ça date de 1480, donc c'est pas quelque chose qui date du tout premier siècle de l'Hégire, hein, on n'est pas en 700 ou en 800. On est déjà quand même... Alors c'est vrai que c'est en terre de chiisme, puisqu'on est là en Iran, hein, c'est à Téhéran. En l'occurrence, c'est une pièce qui se trouve au musée d'art décoratif de Téhéran. Mais c'est vrai aussi en terre sunnite. Là, par exemple, on a une séance qui est montrée. Alors c'est un prêche qui est montré dans la mosquée de Samarcande. C'est une pièce qui date probablement du XIVe siècle, au début, alors 1300 environ, c'est au British Museum. C'est une pièce qui provient de Syrie et qui n'est pas d'origine, pour le coup, chiite, mais plutôt sunnite. Donc voilà, il y a quand même une représentation, il y a des images. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est important pour bien comprendre le fait que dans la calligraphie classique arabe, musulmane, il y a une finalité dans la calligraphie qui n'est pas juste liée au fait qu'on a interdit les images. C'est faux. En fait, ça c'est une erreur de raisonnement a posteriori. On le voit souvent, on le lit souvent, mais c'est une erreur. C'est-à-dire en fait, pourquoi la calligraphie s'est imposée? Parce que c'est en fait une expression qui est beaucoup plus profonde d'un interdit qui remonte qu'on peut trouver finalement exprimé très tardivement, mais qu'on ne retrouve pas dans les textes. On ne le retrouve pas dans les hadiths, on ne les retrouve pas dans le Coran. C'est pas l'image qui est interdite. Ce qui est interdit et ce qui est problématique, on va dire même pas interdit, ce qui est problématique, c'est que l'artiste, qu'il soit peintre ou sculpteur, s'approprie la création. Et comme il est incapable d'insuffler la vie dans ses créations, c'est-à-dire dans l'image qu'il va créer, ça crée un problème.
Et ce problème-là va prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'au moment où on va interdire finalement l'image par commodité. Mais c'est vraiment la nature même de la création qui va être critiquée, et pas l'image en tant que telle. C'est là où il y a un petit souci aujourd'hui dans l'interprétation. On est souvent un peu malmené par des écrits un peu qui font des raccourcis. Et la calligraphie sert à quelque chose de particulier dans le monde arabo-musulman. Il sert à imprimer la parole de Dieu sur l'environnement. La calligraphie arabe est inspirée par le divin et pas par la nature. C'est-à-dire la forme même de la calligraphie n'a rien à voir avec la nature. On ne va pas reproduire un modèle naturel, c'est la parole divine qu'on va plaquer sur l'environnement, et notamment sur les bâtiments. C'est pour ça que les bâtiments musulmans sont couverts d'inscriptions. C'est la parole de Dieu qu'on plaque dessus. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. La lettre de Dieu étant la vérité et la vie, évidemment, on apporte la vérité et la vie aux bâtiments que l'on va décorer. J'y reviendrai tout à l'heure parce que ça va puiser encore beaucoup plus loin, ça puise dans l'ancienne Égypte aussi. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement profond. Mais simplement, donc le premier point, la calligraphie arabe sert à plaquer la parole divine sur son environnement et elle n'est pas inspirée par la nature, tout au contraire de la calligraphie chinoise. La calligraphie chinoise, et là on a une calligraphie, alors je dois avouer que j'ai pillé un livre de la bibliothèque de Limoux, voilà, qui a un magnifique ouvrage, je crois même deux, qui sont les ouvrages signés de François Cheng, qui est un académicien français, qui est né en Chine, et qui est un fabuleux vulgarisateur de l'art chinois. Si vous tombez sur les livres de François Cheng, que ce soit sur la peinture classique ou sur la calligraphie, n'hésitez pas, vous le lisez, parce que c'est formidable. Et il a notamment commis quelques volumes absolument remarquables sur la peinture et calligraphie classique chinoise. Et là, on a une calligraphie et peinture de Chu Ta, qui est un des grands de la peinture classique chinoise. Chu Ta, c'est un peintre de la dynastie Qing, donc c'est quelqu'un qui est né en toute fin de la dynastie Ming, donc on est au milieu du XVIIe siècle, à peu près au même moment où on s'étripait joyeusement en Europe, c'est-à-dire 1640, en pleine guerre de 30 ans chez nous. Chu Ta a été un des grands maîtres. Et ce que l'on voit, et qui nous frappe peut-être, quand on réfléchit un peu, c'est cette interpénétration entre l'image et l'écrit. C'est-à-dire qu'on a toujours un colophon, on a toujours un commentaire, voire une marque sigillaire, comme la marque rouge qui est donnée là, pour une interpénétration entre le texte et l'image. Et ça n'est pas fortuit. Et là, on a vraiment, dans l'approche calligraphique chinoise, une projection, en fait, tout à l'inverse de la calligraphie arabe. En fait, c'est un reflet de la cosmogonie chinoise. Là, ça me mènerait un peu trop loin d'aller dans les racines de l'écriture chinoise, mais au début, c'était très simple. C'était quelques signes qui symbolisaient les éléments. La complexité a été amenée après, et ça s'est enrichi pour donner un système de signes de plus en plus complexe, toujours avec une relation avec le cosmos. Il y a toujours le reflet de la cosmogonie dans l'écriture et dans la calligraphie classique chinoise. Donc c'est totalement, radicalement différent de la calligraphie arabe. De ce point de vue-là, au point de départ, alors je vais essayer de pas être trop long là-dessus, mais ce qui est important dans la calligraphie chinoise, c'est le souffle. Alors, on emploie souvent le mot souffle-esprit, en étant liés les deux. C'est-à-dire c'est le prolongement, le souffle vital du calligraphe ou du peintre. D'ailleurs, il n'y a aucune distinction dans la littérature classique chinoise entre peintre et calligraphe. Aucune. Un peintre est toujours calligraphe, un calligraphe est toujours peintre. Il y a, en fait, dans ce trait, qui peut paraître anodin, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une célébration, c'est-à-dire, en fait, une célébration du lien intime qui lie le calligraphe au cosmos. Et ça, c'est très, très important. C'est vraiment un lien qui est un lien physique et une responsabilité du calligraphe. C'est une responsabilité du calligraphe. Il va, en quelque sorte, faire une innaturation de la lettre. Alors, je ne vais pas me relire parce que là aussi j'étais un peu empoulé. J'ai dit il augmente celle-ci de la pesanteur d'objet sensible, de l'objet signifié, tout en l'allégeant par le souffle du calligraphe. Voilà. J'ai l'article tout à l'heure, donc ceux qui voudront le relire pourront le relire. Mais ce à quoi ça aboutit, c'est à deux perspectives radicalement différentes de ce qu'est la calligraphie. Et pour les illustrer d'une manière assez symptomatique,
et un peu schématique, je dois l'avouer, mais on n'a pas 3 heures devant nous sur la calligraphie, donc je m'en tiendrai à ça. À gauche, en haut, vous l'aurez reconnu, c'est le Taj Mahal. Le mausolée, c'est un mausolée, c'est pas une mosquée, le mausolée qui a été construit par un dominant moghol. Donc l'invasion des Moghols en Inde a amené l'islam en Inde. Le Taj Mahal est couvert d'inscriptions. C'est un geste calligraphique XXL, quoi. Enfin, il est couvert d'inscriptions. Et c'est, pardon, toujours pour plaquer l'esprit divin, la lettre divine, sur l'objet. Là, en l'occurrence, le mausolée, donc l'amour pour ce souverain, pour son épouse, donc ce mausolée, pour évidemment montrer son attachement au divin. Et à droite, vous avez une image d'un film qui est un film de Peter Greenaway, qui s'appelle The Pillow Book, et qui date de 1996, qui célèbre cette calligraphie sensuelle, extrêmement orientale. Alors pour le coup, on n'est pas dans la calligraphie classique, hein, mais on est sur quelque chose qui reflète totalement autre chose. On va en fait annaturer les signes en fait, et les plaquer, soit évidemment sur un objet un peu plus classique que le dos d'une femme. Bon. Mais ça a son importance après, parce que on peut tirer des relations aussi par rapport à la calligraphie abstraite actuelle, du street art notamment, où beaucoup font du body painting. Donc on va retrouver un peu cet élément aussi de sensualité. Alors, tout ça me fait dire qu'il y a en fait deux notions de la calligraphie qui se complètent, alors que l'on retrouve dans toutes les calligraphies, mais surtout dans la calligraphie arabe, on voit la sublimation de l'écrit. Et je mets même l'écrit avec un E majuscule, parce que ce sont souvent des textes sacrés que l'on va augmenter en quelque sorte dans leur charge, je dirais quasiment magique, par le fait d'augmenter la charge qui est la charge esthétique en fait, qui est propre à la calligraphie. Donc d'une part, cette sublimation de l'écrit, comme relevant un peu du sacré, là en l'occurrence vraiment du sacré dans la calligraphie musulmane arabe, et d'autre part, une volonté de célébrer l'écriture. Ce sont deux choses différentes. Donc on va sublimer l'écrit, et ensuite, dans la calligraphie extrême orientale, de manière générale, et plus particulièrement la calligraphie chinoise, célébrer l'écriture, et ça relève quand même plus du profane que du sacré. Alors je le disais tout à l'heure, ces choses-là vont chercher très très loin. Elles vont chercher particulièrement pour la sphère arabo-musulmane dans l'Égypte antique, en fait. Là, ce que vous voyez là, c'est le papyrus de Hunefer, qui est conservé au British Museum, et qui date, si ma mémoire est bonne, du Nouvel Empire, donc l'époque ramesside. Et ce qui est représenté, c'est un extrait du Livre des Morts, la pesée de l'âme. Donc on voit là, en fait la pesée qui est pratiquée à gauche. Alors je précise que l'écriture qui est là est hiéroglyphique. Dans hiéroglyphe, il y a hiéro, donc sacré, c'est une écriture sacrée. Et on va retrouver finalement cette même charge de la sublimation de l'écrit avec un grand E dans ces sources égyptiennes en fait. Et l'iconographie qui est là, elle n'est pas fortuite. Le livre des morts, c'est un livre d'incantation qui doit servir aux défunts à pouvoir passer les différentes étapes pour arriver à la vie éternelle. C'est un peu schématique parce que dans la réalité, c'est un peu différent. La vérité me ferait dire qu'il faut un peu se documenter sur le sujet parce que la Ma'at, qui est la loi universelle des Égyptiens, trouve sa continuité. Il n'y a pas de rupture entre enfin, la vie ici et la vie dans l'au-delà. En fait, il n'y a pas vraiment de rupture. Et donc le défunt, lui, doit avoir la même chose que le vivant. C'est pour ça qu'on retrouve dans les tombes des provisions, enfin bon, même des serviteurs, enfin ça c'est moins gai. Et donc du coup, il y a quand même une continuité. Et le livre des morts doit être lu par le mort, en l'occurrence, au travers de formules magiques. Et les images, comme le disait Jean Huot, qui est un grand égyptologue français, les images apportent un plus, c'est-à-dire ils donnent une valeur qui donne plus de signification et plus de poids aux formules et aux rituels magiques qui sont contenus dans ce livre-là, et en l'occurrence le livre des morts. Donc vous voyez que les sources remontent très très loin. Et là, il y a autre chose qui est intéressant, c'est pas seulement l'embellissement qu'il faut voir, mais aussi en fait une idée très différente de l'approche de l'écriture. Alors là aussi, on retrouve les sources de la calligraphie arabe en fait, hein, c'est de plaquer cette réalité divine ou ce mot divin, surtout, notamment tous les monuments. Hein, les monuments égyptiens étaient couverts de hiéroglyphes, puisque ce sont des éléments sacrés. C'est la parole des dieux qui est plaquée sur les temples. Ce n'est pas une parole humaine. Ce
qui est intéressant là, dans ce système qui est figuratif en fait, hein, donc vous avez ici, c'est d'ailleurs tiré d'un catalogue d'une excellente exposition qui a eu lieu à Latte, qui a été, je crois, une exposition itinérante, si je me souviens bien, sur les scribes et l'écriture antique, et c'était absolument passionnant. Donc Latte, c'est pas très loin, je ne sais plus quand c'était, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a un an. Et donc c'est tiré du catalogue d'exposition. Et on voit ici les hiéroglyphes, donc, qui sont des représentations. Alors là, pour le coup, on a quand même une représentation, un lien vers la nature, hein, puisqu'on représente quand même des choses qui évoquent des sons, quelque part, ou qui sont des objets ou des animaux qui permettent, en tout cas, pour un Égyptien, de se représenter quelque chose qui est lié à cela. Mais on se servait du hiéroglyphe de trois façons différentes. On pouvait le dire de trois façons différentes, ce qui rend souvent l'interprétation du texte assez difficile. C'est qu'il y a une lecture littérale, c'est-à-dire que le signe désigne un objet. Il y a une interprétation qui est simplement phonétique, c'est-à-dire qu'on va se servir du son, on va mettre le signe pour uniquement être le son, mais pas pour désigner l'objet. Mais il y en a une troisième, et c'est ça qui rend la chose plus complexe dans les hiéroglyphes, c'est les déterminatifs. Les déterminatifs ne se lisent pas, mais les signes sont là pour indiquer une contextualisation. Alors, oui, c'est ce qui rend les choses un peu difficiles. Mais on va, en fait, ces déterminatifs sont fondamentaux pour moi aussi dans l'approche. En fait, ils apportent un complément de sens. C'est important ce complément de sens. Tout à l'heure, dans l'image sur le papyrus, la représentation iconographique de ce qui est en train de se passer doit renforcer la potentialité magique en fait, du texte pour les formules incantatoires. Et même dans le texte hiéroglyphique écrit, on a une mise en référence. On a des signes qui sont là, mais qui n'ont pas à être lus. Alors tout ça mène dans l'influence que tout ça aura ensuite dans la calligraphie arabe. Je tire des raccourcis, hein, je suis un peu désolé, mais essayer de faire vite et pas ennuyer non plus. En fait, la chose écrite, elle devient plus qu'une suite de mots, plus que le texte. Le texte, lui, il est là, mais en fait, le calligraphe, lui, il pointe vers autre chose. En fait, au-delà du texte, il va vers une dimension, je dirais, de dévotion par rapport à l'écrit. Et quand je dis écrit, je mets une majuscule à écrit. La calligraphie, en fait, elle est poussée vraiment aux limites du lisible. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est de la calligraphie. Ce sont des signes. C'est pas un labyrinthe. Ce sont vraiment des signes. C'est une calligraphie très difficile à lire. En fait, moi, je lis pas l'arabe, mais même ceux qui lisent l'arabe, je pense qu'ils ont bien du mal à déchiffrer. Alors, c'est ce qu'on appelle le koufik rectangulaire ou le koufik géométrique. Voilà, le koufik est une déclinaison de multiples styles dans la calligraphie classique arabe. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement stylisé. Vous le voyez par exemple sur les objets utilitaires, comme là. Vous avez plusieurs styles, d'ailleurs, de calligraphie sur un même objet. Vous avez du koufik rectangulaire ou géométrique ici, sur les côtés de la table basse, et vous avez un autre style au centre qui représente, lui, totalement autre chose. Donc on a plusieurs styles calligraphiques là sur cet objet, mais toujours dans l'idée sur l'ouverture de l'incantatoire. Et quand on est aux limites de l'abstraction ici, on va quand même vers quelque chose qui est extrêmement hermétique et plutôt destiné à des initiés. Et là, c'est là qu'est la clé aussi un peu de cette calligraphie-là, c'est qu'elle relève du sacré, du magique, du surnaturel et donc du sublime finalement. Et c'est en cela qu'on a quand même des influences qui remontent très très loin dans la calligraphie arabe, à l'Égypte antique en fait. Alors, ça, c'est l'écrit, c'est la calligraphie arabe, mais je l'ai dit, l'écriture est célébrée. L'écriture, c'est l'action. Et là, on va retrouver la calligraphie chinoise et François Cheng, donc c'est une photo qui est en train de calligraphier. Elle est, en fait, l'écriture est une action et c'est un moment précis, c'est-à-dire le moment précis où on fige le geste dans le temps et celui dans lequel le verbe devient une transmission, en fait. Et c'est ça qui est très important dans cette notion de célébration, et notamment la célébration de l'écriture, pour le coup, et pas de l'écrit, de l'écriture dans la calligraphie classique chinoise. Je ne vais pas m'étendre plus sur l'aspect calligraphique et revenir simplement à Georges Mathieu, dont voici une des toiles, je dirais, les plus proches de nous géographiquement, puisqu'elle se trouve aux abattoirs à Toulouse, mais elle n'est pas visible, hélas, puisque les abattoirs n'ont pas d'exposition de leur fonds permanent. Donc voilà, le lieu
n'est ouvert que pour des expositions temporaires, malheureusement, donc on ne peut pas le voir. C'est une toile qui fait 200 par 500 cm, donc 2 mètres par 5 mètres, et qui est intitulée La bataille de Hastings. Alors, cette digression assez longue sur la calligraphie est essentielle parce qu'elle permet de comprendre quelque chose de fondamental dans ce que fait Georges Mathieu. C'est justement cette dimension calligraphique sur les deux aspects, c'est-à-dire sublimation de l'écrit avec un grand E. Elle ne se réfère pas qu'au sacré chez Georges Mathieu, mais elle se réfère aussi à l'écrit histoire. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les titres ne sont pas fortuits. C'est-à-dire il va puiser dans l'histoire de France avec laquelle il se sent relié par ses origines. En fait, la famille, c'est Georges Mathieu, ça n'est pas son nom complet. C'est Georges Mathieu d'Escaudœuvre. Et il est né à Boulogne-sur-Mer, et sa mère est apparentée à la famille de Godefroy de Bouillon. Excusez-moi du peu, voilà. Ça ne s'invente pas, c'est comme ça. Il va d'ailleurs faire de multiples hommages à Godefroy de Bouillon, Bouillon qui est une terre que nous avons perdue à la Belgique, voilà, qui faisait encore partie de la France lors de la Révolution française. Mais enfin, il était très fortement redevable à l'histoire de France. Et l'écrit avec un grand E, c'était autant la Bible ou d'autres textes sacrés, mais surtout la Bible, que l'histoire de France. Et sa sublimation de l'écrit, je la vois là-dedans, notamment dans les titres qu'il donne et dans toute la superbe des titres qu'il donne à ces toiles, qui sont de vraies références quand même, pour lui en tout cas. Lui, il arrive souvent rétrospectivement à donner ses références par le titre qu'il donne à cette toile. Il est d'ailleurs aussi dans cette célébration de l'écriture. Il l'exprimera lui-même d'ailleurs, puisqu'il dira que la peinture est devenue action pour lui. C'est-à-dire qu'on est dans le peintre qui se présente au public devant une toile blanche. Il dira même comme un matador finalement. Donc du coup, c'est quelque chose qui, dans ces deux dimensions de la calligraphie, se retrouve chez Georges Mathieu. Donc la sublimation de l'écrit et la célébration de l'écriture. Alors ça, c'est le premier aspect de la peinture de Mathieu qui est quand même très remarquable, c'est cette calligraphie. Alors vous comprenez sur ces deux aspects, sublimation de l'écrit et puis célébration de l'écriture, mais il y a une deuxième dimension que je voudrais vous soumettre ce soir, c'est la dimension de paraphe, de signature. Et ça va être aussi structurant pour son influence sur la peinture contemporaine. Henri Michaud, le poète, aura un mot qui est assez, pour moi, qui marque bien cette nature en fait de signature, qui est une entité singulière. Et là, j'ai choisi un tableau qui s'appelle Hommage à Saint-Georges. Donc ça le touche aussi, puisqu'il s'appelle Georges dans son prénom, ça le touche quelque part. D'ailleurs, le titre de la toile est dessus, est sur la toile. Hein, on voit sa signature en bas à droite, et un peu à côté, Hommage à Saint-Georges. C'est vraiment un paraphe. Et je vous lis tout simplement la citation d'Henri Michaud parce que je pense qu'elle est vraiment très éclairante sur le sujet. Qu'il ait fait 50 tableaux ou 50 paraphes, c'est tout un. C'est aussi la toile poème, le haïkai irréductible, l'anti-roman fleuve, la déclaration de principe, le point final, l'alpha, la métaphysique de l'autorité, l'intolérance, le moment roi, le manifeste, l'éclatement des séries, la rupture des chaînes et la clé toujours renouvelée de l'auteur. Alors, pourquoi c'est remarquable? Parce que tout à l'heure, je vous ai cité Dali. On retrouve exactement le même esprit dans la citation de Michaud. C'est-à-dire cette rupture dans la discontinuité, quelque part, c'est vraiment voulu comme étant une rupture. Et aussi, donc dans cette citation de Michaud, évidemment, la réduction à un geste unique. Le haïkai, donc, ce sont des poèmes ultra courts, hein, qui sont très codifiés. En fait, on retrouve cette dimension de signature. Là, on pourrait croire ou penser que c'est la signature, finalement, en le regardant d'un peu loin, ce tableau. Bon, il est un peu plus grand aussi, il doit faire bien aussi 1,50 m par 2 m, donc c'est pas une petite signature, on va dire. Donc cette dimension de paraphe, on l'avait retrouvée aussi d'une autre manière. C'est aussi la façon dont l'artiste va s'imposer dans son environnement. C'est-à-dire qu'en fait, Mathieu va être quelqu'un qui va investir tous les domaines. Là, on le voit, par exemple, en 1964, il est en train de peindre une toile, c'en est une, qui s'appelle d'ailleurs Hommage à Véronèse, qui va être encastrée dans un mur, dans un lotissement qui est à Castellarras-le-Neuf, c'est dans les Alpes-Maritimes. En fait, c'est un projet d'un architecte, mais qui est sculpteur aussi, connu pour être Jacques Couel,
qui a en fait projeté une rupture architecturale et dans le projet, Henri Mathieu a contribué au travers de ces toiles qui ont été fixées dans un mur d'une maison. Alors, je reviens à Georges Mathieu pour lui laisser la parole. Il dira: pour un artiste digne de ce nom, il n'est pas de domaine, si petit soit-il, qu'il n'ait non pas le droit, mais le devoir d'envahir. Alors on va voir ça dans les années 70, on va voir fleurir du Mathieu partout. Là, en haut à gauche, vous avez le logo de la chaîne de télévision qui a précédé France 2, qui s'appelait Antenne 2, donc c'est lui qui a fait ce logo aussi. On le retrouve sur les timbres. Là, vous avez par exemple le carton qu'il a fait pour la Manufacture nationale des Gobelins. Donc, il a illustré des couvertures de livres. Vous avez un livre, Histoire de la littérature française, qui est mon livre. Donc, voilà. Les pièces de 10 francs. Il a même été aussi sur les déclarations d'impôts. Lui qui avait fait le petit logo qui était sur les déclarations d'impôts. Bref, il était partout. Il y a du Mathieu un peu partout, même dans votre poche. La pièce de 10 francs, voilà. Il a été aussi sur des terrains, je dirais, un peu différents, notamment là sur la publicité. Il a fait une série d'affiches qui est restée très célèbre pour Air France. Célèbre parce qu'elle capte très bien l'esprit du lieu. Ce qu'on a ici, enfin je vous laisse regarder, mais je vous encourage à regarder ces affiches-là d'une manière un peu plus intensive sur Internet. Ce sont des choses plus ou moins littérales, mais quand on regarde la finesse en fait de l'inspiration, elle est absolument remarquable. On regarde par exemple la partie qui concerne l'Allemagne, on retrouve l'aigle, on retrouve toute une symbolique qui est tracée d'un geste en fait. Pareil pour l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne plus exactement, le Canada. Enfin, on retrouve beaucoup de signes qui sont des signes extrêmement intéressants qu'il a su capturer. Le Mexique, par exemple, que vous avez en rouge, ça ne se voit pas très bien parce que c'est un peu rouge sur fond rouge. Le deuxième en bas, à côté entre l'Italie et l'Amérique du Sud. C'est absolument remarquable ce travail. Il a aussi envahi, si je puis dire, un peu l'architecture. Il a fait les dessins qui ont été mis en pratique. C'est une usine de transformateurs qui est du côté de New York, qui a été construite d'après ses plans. Donc il envisageait encore bien plus au niveau du parc, qui malheureusement n'a pas été totalement réalisé selon ses volontés, mais enfin le bâtiment lui a connu le jour, alors avec des choses assez, des formes assez nouvelles en fait en termes de conception. Je ne sais pas si c'est parfaitement fonctionnel, mais en tout cas d'un point de vue du geste architectural, c'est absolument remarquable. Alors lui, son point de départ là-dessus, c'était clair, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'artiste se doit d'envahir tous les domaines. Ce n'est pas une question qui se pose. À la Renaissance, la question ne se posait pas. On avait aujourd'hui peut-être un peu oublié cette dimension-là, mais quand même l'essentiel des artistes de la Renaissance se revendiquaient de plusieurs terrains. Brunelleschi, qui est l'architecte du dôme de Santa Maria del Fiore à Florence, n'était pas un architecte à la base. C'est même tout sauf un architecte à la base. Mais c'était des gens pour lesquels le fait d'intégrer des domaines très différents était une nécessité. En fait, pour eux, l'architecture faisait partie des arts majeurs qu'ils se devaient d'intégrer. Et Georges Mathieu est un promoteur pour encourager les artistes à retrouver ce geste un peu universel d'aller vers tous les domaines. Il a fait de la vaisselle pour l'Élysée notamment. Il a été très apprécié sous Pompidou, notamment Claude Pompidou, donc Madame Pompidou, a été une fervente admiratrice de Georges Mathieu. Mais même lui aussi, hein, Georges Pompidou a été un très grand collectionneur d'art et connaisseur d'art contemporain. Il a beaucoup fait pour l'art contemporain. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé le centre Beaubourg, on l'a appelé le centre Pompidou. Et je voudrais là aborder le troisième volet de l'influence de Georges Mathieu sur l'histoire de l'art contemporain. C'est d'une part, je l'ai dit, donc l'aspect calligraphique, d'autre part l'aspect que je viens d'évoquer, qui est le fait d'investir finalement tous les domaines artistiques. Donc le peintre qui pose son paraphe ou sa signature sur l'ensemble de son environnement, ou de son monde, ou de son temps, comme on voudra. Et le troisième, c'est le happening. Alors le happening, le mot le gêne un petit peu, le gênait, lui, Georges Mathieu, parce qu'il n'aimait pas trop. C'est un mot anglo-saxon qui a été pris très au sérieux par beaucoup d'artistes dans les années 60, surtout après mai 68, en fait, la grande libération.
On a connu des happenings qui ont été, alors après, rétrospectivement, aujourd'hui on trouverait ça un peu cocasse, mais qui exploraient les limites de ce qui pouvait être encore considéré comme étant de l'art, et tout en jouant sur les ressorts de la provocation. Donc on n'est pas tout à fait là-dessus. On serait plutôt entre le happening et l'action painting, c'est-à-dire la peinture en public. Donc, mais il y a quand même cette notion de l'action painting ou du happening qui se trouve chez lui. Là, on le voit en train de peindre. Là, en l'occurrence, c'est en 1960. Voilà. Il est en train de peindre dans la cour du château de Courrance. Alors, je ne sais pas où c'est le château de Courrance. Je vais avouer que j'ai un trou là, je ne sais pas. En tout cas, il est en train de peindre la toile qui s'appelle L'entrée de Louis XIII et Anne d'Autriche dans Paris. Voilà. Alors, il est en train de peindre en public. Donc, vous voyez qu'il y a un public de badauds aussi. Hein. Vous voyez, il y a des enfants. Il n'y a pas que de la presse ou des critiques d'art. Il y a un peu tout le monde. Il a étalé tout par terre. Il est dans le feu de l'action. On le voit ici en train de préparer le fond donc de sa peinture. Alors, il dira que les fonds n'ont qu'une importance secondaire parce qu'en fait, il fait ça d'une manière non construite, hein, comme sa peinture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan préétabli. Elle se fait dans l'instant. Et là où c'est le mieux, c'est qu'il n'y a pas d'instant prémédité. Il n'y a pas de tracé, il n'y a rien, c'est vraiment instinctif. Et c'est là que toute la révélation de la vie, de l'art qui est le sien, doit se faire. En fait, alors lui, il dit, alors déjà avant mai 68, je vais le lire parce qu'il a écrit un texte qui s'appelle Épître à la jeunesse. C'est un texte de 1964. C'est important parce que ça va être quelque chose qui va instiller aussi beaucoup dans les mouvements artistiques en périphérie de mai 68, si je puis dire. Il dira « Partout, le bourgeois étale son mépris du travail manuel, son mépris de la création, son mépris des valeurs féminines, important, son mépris du véritable sens de la vie, que partout il révèle deux obsessions, celle du profit et celle de la sécurité. » Et ça résonne énormément, même aujourd'hui. Les obsessions qu'il dénonce dans la bourgeoisie, du profit et de la sécurité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques. Lui, il était plutôt royaliste dans l'âme. Donc, bon, il était politiquement quand même assez éloigné des mouvements de mai 68, mais pas artistiquement. Pour lui, la révolution qu'il demandait et qu'il souhaitait, qu'il appelait de ses voeux dans cet épître à la jeunesse, c'est le fait qu'il veut encourager un élan qui mène à une ère du risque, de l'optimisme. Donc, pour lui, en réaction à justement ce conservatisme qui génère des peurs et du pessimisme. On pourrait le transposer actuellement, ça ne changerait pas grand-chose d'ailleurs, mais on retrouverait un peu la même problématique. Et il fustige en fait la bourgeoisie, et donc en mai 68, les valeurs, beaucoup de ce discours sera repris, mais dans d'autres bases, avec une autre base idéologique, on va dire, et même philosophique, même pour les artistes qui vont être ensuite dans le mouvement de mai 68. Mais le fait de secouer le monde culturel va quand même être quelque chose d'important. Alors là où il va exercer une influence durable, ça n'est pas, à mon sens en tout cas, sur la peinture académique. Et c'est le dernier chapitre de ma conférence de ce soir, c'est ce que j'appelle la grande convergence. Alors la grande convergence, le titre est une allusion à un livre qui a été édité il y a déjà quelques temps, qui traitait en fait de la divergence, ça s'appelait la grande divergence pour expliquer en fait pourquoi économiquement la Chine et l'Europe, enfin l'Occident en général, se sont éloignés l'un de l'autre et qu'il y a une vraie vision différente de l'économie aussi. C'est un économiste qui s'appelle Kenneth Pomeranz. Donc par allusion à ce livre-là, artistiquement, j'ai considéré qu'il y avait une grande convergence qui était en train de se mettre en place. Et je pense que l'appel de Georges Mathieu, il a été entendu, mais pas dans la peinture académique, parce que je ne le retrouve pas trop dans cette peinture-là, mais plutôt dans le street art. Alors là, vous avez une vue, évidemment, du déferlement un peu sauvage de ce que ça peut donner sur les murs. Là, en l'occurrence, c'est au Canada, c'est à Vancouver, mais ça pourrait être dans toute autre ville, qu'elle soit à Naples, Lisbonne, enfin, peu importe, on retrouve un peu les mêmes rues dans ce développement un peu anarchique, mais il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant là dans cette approche-là, c'est cette liberté. C'est la liberté et le risque. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre sur un mur quelque chose qui est au vu et au su de tout le monde, ce qui n'est pas tout à fait neutre dans le geste artistique quand même. Donc il y a ce côté de la publicité. Mais il va être surtout de plus en plus structuré. Alors là, je vous ai donné un exemple de quelque chose qui, sur le slide précédent, était vraiment anarchique et pas dans une démarche artistique très construite. Mais là, on retrouve un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur actuellement, qui
un mouvement que l'on appelle le calligraffiti. Donc ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est du graffiti, mais pas calligraffiti. Calligraffiti, c'est vraiment le fait d'ajouter cette dimension esthétique à l'écriture. Et là, vous avez un des grands noms de ce mouvement-là qui s'appelle Niels Meuleman, mais son blaze, comme on dit dans le street art, c'est Chou. Donc vous le voyez écrit en grand. Et il répète souvent la même lettre jusqu'à finalement ce qu'on perde les repères de ce qu'est la lettre qu'il représente là. En fait, il y a une approche monumentale qui fait qu'on déstructure l'écriture quelque part et la calligraphie même. Et c'est là où je pense que là, il y a une vraie influence qui s'est exercée dans cette approche-là, esthétique, d'une dimension calligraphique, alors pas totalement affranchie quand même de la signification. Là, on est encore dedans. Personnellement, moi, je revendique pour ce que je fais ce détachement-là, puisque je me situe vraiment du côté de Georges Mathieu pour le coup. Et là, je reviens à l'extrait, c'est une vue partielle d'une toile de Georges Mathieu qu'on a vu tout à l'heure, qui est Batumi de 1978. Et je pense que nous sommes en train d'assister petit à petit, en fait, à quelque chose qui revient vers cette notion de calligraphie. On voit beaucoup de plus en plus, d'ailleurs, de calligraphies qui sont inspirées par des calligraphies classiques arabes, en 3D notamment. Je ne vais pas ramener toutes les photos là, mais dans le street art, une approche calligraphique qui prend de plus en plus le pas sur le graffiti simple et qui vient en fait rejoindre ces bases-là et qui, pour moi, dans cette grande convergence, qui est quelque sorte la conclusion de la conférence d'aujourd'hui, nous mènera à mieux intégrer les calligraphies et les esthétiques orientales, et surtout extrême-orientales de la Chine notamment, et du Japon, parce que ce n'est pas fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a quand même très largement un art international, mais qui, en fait, même en Chine, n'est pas relié à cette histoire et cette tradition et à ce vécu-là. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre encore là-dessus, et je laisse le mot de la fin, en l'occurrence à Georges Mathieu, qui disait « Il faudra aussi, et cela est également annoncé dans la peinture, consommer le mariage avec l'Orient et revivre toute la part de l'irrationnel que nous avons chassé en nous. » Merci beaucoup. Alors je vous encourage à aller voir le site qui est dédié à Georges Mathieu, qui est la société Georges Mathieu, qui est animée par des gens extrêmement compétents et passionnés, qui est donc tout simplement georges-mathieu.fr, qui ont bien eu la gentillesse de relayer mon article, que j'ai quelques exemplaires là, mais vous pouvez aussi le télécharger sur Academia. Academia est un site extrêmement intéressant, on y trouve énormément de publications scientifiques, académiques, qui sont passionnantes sur énormément de sujets. Et puis, je vais faire un petit peu de publicité pro domo pour écouter RCF Pays d'Aude. Vous pouvez me retrouver, m'écouter tous les mercredis et tous les dimanches pour une émission que je consacre à l'opéra. Et je vous remercie encore pour votre attention.